Et donc, Laurence Daziano est avec nous. Bonjour Laurence. Avec vous pour parler géopolitique, assez souvent, très régulièrement autour de la Chine. Alors, il y a un truc qui m'intéresse, Laurence, je vous ai demandé, mais je crois qu'il vous intéresse vous aussi. J'ai vu ça, en fait, à l'occasion, j'ai vu ça de manière assez détaillée, à l'occasion de la visite du nouveau Premier ministre britannique en France, parce que visiblement, ils en ont parlé. C'est ce concept de Sud global, que visiblement veulent nous imposer. Alors, dans ce que j'ai lu, c'était un peu la Russie qui était au cœur de tout ça. Ce que tu me dis, toi, c'est que la Chine n'est pas loin non plus. Donc, de quoi on parle? Comment ça se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Le concept de Sud global vient du fait que et la Russie et la Chine, et on l'a vu lors de la visite du président Xi Jinping à Moscou, il est quand même resté 3 jours, veulent réformer l'ordre international. C'est-à-dire que l'ordre international, qui est aujourd'hui basé sur la puissance américaine et qui repose sur les bases qui ont été créées à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire l'ONU et les institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale et le FMI, les Chinois et les Russes, mais surtout les Chinois, n'en veulent plus et veulent créer un nouvel ordre international. C'est-à-dire que, et je parlerai plus de Xi Jinping parce que je pense que la vision est plus aboutie du côté chinois que du côté russe. Xi Jinping, parce que ça avait déjà commencé un petit peu avec les routes de la soie, on pourra y revenir. Mais évidemment. Xi Jinping a compris qu'il ne gagnerait pas contre les États-Unis dans une confrontation en face à face. Donc ce qu'il veut aujourd'hui, c'est détruire l'ordre mondial tel qu'il est aujourd'hui, de l'intérieur via les Nations Unies, d'où le concept de Sud global. Ce qu'il est en train de mettre en place, c'est de dire les institutions telles qu'elles ont été créées et aujourd'hui le droit international tel qu'il est, il est basé sur le droit international qui est né de la Charte des Nations Unies et du fait qu'à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, tous les États sont égaux et les grands renoncent à envahir ou avoir des rapports de force avec les petits, et les droits de l'homme. Et là, Xi Jinping va dire aux pays du Sud, donc un Sud assez grand, c'est-à-dire l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient, l'Afrique, et ça va même jusqu'à l'Amérique du Sud, qui est pourtant l'arrière-cour des États-Unis. Il va jusqu'à leur dire, mais attendez, d'abord les droits de l'homme, c'est pas dans nos valeurs, donc ça c'est du néocolonialisme. C'est très relatif. Pourquoi est-ce qu'on va les appliquer? Puis les Nations Unies en 45, 44, 45, là, vous avez été associés, vous, à leur création? Non, donc du coup, aujourd'hui, on est pratiquement 80 ans plus tard, modèle obsolète, il faut le réformer, on va le réformer de l'intérieur. Et ce que veut imposer Xi Jinping, c'est de passer de cet ordre mondial basé sur le droit international, c'est-à-dire avec l'égalité des États et les droits de l'homme, à une diplomatie transactionnelle qui repose sur des contrats, des accords au cas par cas. Et le Global South, qu'est-ce que c'est? C'est, selon les moments et selon les enjeux, d'agréger certains États dits du Sud pour porter une voix aux Nations Unies et essayer de faire changer les choses de l'intérieur pour dynamiter le système, pour qu'il implose de l'intérieur. Et le Global South, enfin le Sud global, ça vient et ça fait écho à tout ce qui s'est passé de ce que fait la diplomatie de Xi Jinping depuis qu'il est au pouvoir en 2012. C'est-à-dire qu'on a commencé par avoir les routes de la soie. Alors au début, les routes de la soie, c'était surtout pour écluser tous les surplus de production de la Chine. Et puis petit à petit, c'est quand même devenu un outil diplomatique de soft power. Sauf que ça a, au bout de 10 ans, une très mauvaise réputation parce que le bilan environnemental est pas génial et que y a eu une trappe à pauvreté, une trappe à dette. Voilà, c'est en train de craquer d'ailleurs un peu financièrement là en ce moment. Ça craque financièrement, d'abord parce que les Chinois y mettent moins d'argent, mais surtout parce que tous les pays qui ont adhéré au concept se retrouvent très endettés, donc ça commence à avoir une mauvaise réputation. Donc c'est pas grave, on change le système, on change le nom. Alors il y aura moins de financement qui sera mis parce que ce sera plus de la diplomatie et un petit peu moins de commerce, quoique ça, on pourra y revenir. Mais surtout, dans la pensée de Sud global, ça a été, donc, comme les routes de la soie, ça n'allait plus très bien. En 2021,
à la tribune de l'ONU d'ailleurs, Xi Jinping avait parlé d'initiative de développement global, le Global Development Initiative, qui était, regardez, la Chine, elle a réussi à se développer, pourquoi est-ce que vous ne prenez pas le même modèle? Puisque de toute façon, vous voyez bien que le modèle capitaliste, il ne fonctionne pas. Un an plus tard, 2022, il y a le concept de Global Defense Initiative, donc l'initiative de défense globale, c'est-à-dire chaque pays est libre de s'armer comme il veut. La Chine explose son budget militaire. La Chine, en un an, a construit la moitié du tonnage de toute la flotte française en navires de guerre. Attends, on va revenir sur le troisième point. Sur la guerre. Vas-y, le troisième point, parce qu'il y avait un troisième volet de Global Initiative, c'est la Global Civilization Initiative, celle que nous a sortie Xi Jinping là, au début du mois, au moment où il a été élu président pour la 3e fois par l'Assemblée nationale, et qui est justement là où il dit, mais les droits de l'homme, c'est pas nos valeurs, pourquoi est-ce qu'on voudrait nous les imposer? Et où il dit, mais aucun pays ne doit imposer ses valeurs à un autre, et donc chaque pays est libre de choisir ses valeurs. Et si je remonte encore un petit peu, 2014, sommet des BRICS de Fortaleza au Brésil, création de la nouvelle banque de développement, création du CRA, qui sont à la fois l'équivalent de la Banque mondiale et du FMI pour les pays émergents. Et on voit que cette volonté de remettre en cause l'ordre international tel qu'on le connaît, tel qu'il est né de la fin de la Seconde Guerre mondiale, avait déjà commencé à ce moment-là. Oui, mais alors ça, parfait, reprenons. Conseil de sécurité des Nations Unies. Parce que, faire exploser le système Nations Unies, il va toujours buter sur le Conseil de sécurité, où il n'a pas la majorité. Où il se retrouve face à États-Unis, France, Grande-Bretagne, et où Chine et Russie resteront. Donc, c'est ce système-là qu'il veut faire exploser? Alors, c'est beaucoup plus insidieux que ça. Et c'est là où on voit aussi que la Russie prend sa part. Il y a eu, il y a quelques mois, le renouvellement de l'ambassadrice de l'ONU qui était chargée de toutes les questions environnementales dans les zones de conflit. Et elle avait fait un rapport qui était évidemment très négatif sur la situation de l'Ukraine. Et au moment Quelle nationalité, cette ambassadrice? Elle était occidentale. Je ne sais plus si elle était pas australienne. Enfin, elle était occidentale. Okay. Et au moment de son renouvellement, donc il y a toute une procédure au sein de l'ONU pour renouveler les agents de ce niveau-là. Et elle était... Donc, il y avait eu consultation de tous les pays, il n'y avait eu aucun autre candidat, il y avait eu donc, son renouvellement, elle est de soi. La Russie a bloqué le renouvellement en disant qu'on ne comprenait pas pourquoi c'était encore une occidentale et que ce n'était pas un pays du Sud qui aurait la présidence de ce comité-là. Et donc, ils ont fait tout un ramdam. Alors, ils ont échoué dans le fait qu'elle a été réélue. Mais ce qu'ils ont réussi, c'est de faire voter une résolution par une 60aine de pays qui disait qu'il fallait qu'il y ait systématiquement un candidat venant d'un pays du Sud quand il y avait un poste. Donc, c'est comme ça. Ça va se faire petit à petit, il y a du grignotage. C'est comme ça qu'ils vont changer les choses. Quand vous regardez toutes les agences des Nations Unies, la FAO, c'est un Chinois. Ouais. Et il y en avait sur 4 ou 5 Oui, mais je me demande quel impact réel ça a, tu vois, Laurence. Je me souviens de cette histoire de FAO, mais on a eu aussi, à l'époque Kadhafi, un Libyen à la tête de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. Donc, tu te rendais bien compte que ça n'avait pas de réel impact au-delà d'un symbole, voilà. Sur la FAO, il y en a peut-être un peu plus quand même, puisque c'est l'alimentation. Oui, mais de quoi décide la présidence de la FAO par rapport à la structure elle-même C'est le jeu de pouvoir qu'il peut y avoir avec les différents pays. Et encore une fois, c'est la volonté d'installer cette diplomatie transactionnelle dont on voit bien qu'elle sera de toute façon déséquilibrée. Parce qu'un pays comme le Ghana, qui porte sa voix aux Nations Unies et qui dit quelque chose, il est considéré comme un égal, au moins en théorie, parce qu'en pratique, ils ne se sentent pas considérés. Et on va peut-être y revenir. Mais dans un face-à-face avec la Chine et dans une diplomatie transactionnelle, on voit bien que là, il n'y a plus du tout même de diplomatie. Et alors, c'est cette diplomatie transactionnelle qui... on n'en parle pas énormément en France, et c'est pourtant un tremblement de terre, qui a permis, par exemple, ce rapprochement
à Pékin entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Mais vous l'avez vu, il y a eu le voyage de Xi Jinping en Arabie Saoudite. Là encore, il est resté 3 ou 4 jours. Ouais. Il y a eu la visite des mollahs en Chine, où ils ont été reçus avec tous les honneurs. Ouais. Et un petit peu plus tard, on nous dit il y a un accord. Pourquoi ? Parce que la Chine veut montrer qu'elle est partout. Et surtout, la Chine est en train de créer l'Organisation internationale de la médiation, qui n'existait pas. C'est le vrai mot, c'est C'est l'organisation, alors en anglais, International Organization for Mediation. Donc, ils sont en train de créer... On dirait un truc français, cet organisme, mais c'est très intéressant. D'abord, ça n'existait pas, c'est une niche. Ils s'y sont engouffrés pour prendre la place, en disant quoi ? Nous, la Chine dans le monde, on est là, en tant que médiateur, on n'est pas part au conflit, mais on va apaiser les conflits. Et donc médiateur, ça veut dire à un moment, par exemple, je dis n'importe quoi, la Russie, l'Ukraine, venez nous voir et on va essayer de trouver un terrain d'entente. Bon, ils ont essayé, mais pas en tant que Chine, en tant qu'organisation internationale de la médiation. C'est un petit peu comme ça qu'ils ont commencé. C'est-à-dire que les Chinois mettent le nom sur quelque chose après qu'il est déjà créé. On l'a vu avec les routes de la soie. Il y a des projets qui rentraient dans les routes de la soie qui, en fait, étaient bien antérieurs. Bien sûr. Et là, c'est pareil. Tout ce qui va être leur initiative, qu'elle soit de défense, de développement ou civilisationnelle, c'est créé. Enfin, le nom apparaît maintenant, mais ils vont y raccrocher des choses qui existent déjà. Mais avec cette histoire d'organisation internationale de la médiation, c'est très bien joué parce que du coup, entre les pays du Sud, quand ils s'affrontent, ils vont dire, mais nous, on est la Chine, on n'a aucun intérêt, on n'est pas conflit, on n'est pas parti au conflit, mais on va vous aider à le résoudre. Et sur l'Ukraine, il se passera la même chose. C'est-à-dire que pour l'instant, ils y vont pas trop. Puis le moment venu, mais qu'est-ce qu'ils recherchent sur l'Ukraine ? C'est d'abord de ne pas être trop embarqué dans la guerre. Oui, ça on a bien compris. Ensuite, c'est de se garder un siège à la table des négociations, donc notamment par cette médiation. Et puis ensuite, c'est participer à la reconstruction et puis à la réforme de l'ordre international qui naîtra d'après la guerre. Et du coup, vous voyez la lignée. Xi Jinping est là depuis 2012 et il est là encore jusqu'à sa mort. Donc, tout va être dans la même lignée. Et juste dans ce cadre-là, Laurence, parce que ça aussi, c'est très intéressant dans ce que j'ai lu autour du Sud global. Il y a cette fameuse phrase-là de l'acteur français dont j'ai oublié le nom, mon Dieu, comment s'appelle-t-il ? Enfin bref, qui a créé un scandale en France parce que il a dit, écoutez, la guerre d'Ukraine, oui sans doute, mais enfin vous savez, en Afrique, des guerres comparables, il y en a, et visiblement, c'est pas le souci des Nations Unies, et c'est pas le souci du monde, et tout à coup, il faudrait que... Ça, je crois que c'est ressenti assez fortement, finalement, oui. Pourquoi dans le Sud global. Pourquoi est-ce que ce Sud global écoute la voix de la Chine ? Parce que effectivement, ils se sentent mal considérés à l'ONU. Les États-Unis ont quand même eu des politiques de revirement ces derniers temps qui font que c'est un petit peu difficile pour eux, même si aujourd'hui l'Arabie Saoudite cherche quand même aussi à avoir les États-Unis comme garantie de sécurité. Ils n'ont pas tout à fait tourné la tête. On en dira un mot de ça, parce que... Mais c'est surtout qu'après la pandémie et aujourd'hui avec l'inflation sur les coûts de l'énergie et de l'alimentation, ces pays-là ont besoin de financement. Or, aujourd'hui, les États-Unis n'apportent pas ces financements. Aujourd'hui, le discours des États-Unis, c'est de dire... Les Chinois non plus. Un peu plus. Et ou au moins... leur banque mondiale parallèle, là, redonne-moi le nom. Alors, ça c'est la New Development Bank, la nouvelle banque de développement, qui est la banque des BRICS. Mais les Chinois ont aussi créé, et là, ils sont à 100%, la banque asiatique d'investissement. Donc, et là... L'équivalent de notre banque européenne, l'équivalent... Oui, voilà, c'est ça. Exactement. Et sauf qu'ils n'ont pas le dollar, sauf que la Chine n'est pas non plus dans une situation financière qui soit à ce point florissante, qui puisse garantir quelque chose de comparable au FMI ou à la Banque mondiale. Non, mais ils ont des moyens, ce ne sont pas des dollars, ce sont des yuans, et de plus en plus, ils cherchent à ne pas avoir de dollars, mais à mettre des yuans dans les transactions internationales. Mais là, c'est comme tout, on commence par petit, puis on finira par y arriver. 1 euro, ça commence par 1 centime. Non, mais je comprends. Et effectivement, on voit bien la méthode. Voilà. Donc la méthode, elle est là. Le temps et le temps long, ils l'ont pour eux. Parce que nous, on a moins en Occident, quand même. Alors, l'autre point qui m'intéresse quand même, c'est que, bon, les Chinois, ok.
Mais qu'en pensent les puissances, les vraies puissances du Sud? Alors, peut-être pas forcément diplomatiques, mais qu'en pense l'Inde, par exemple? Est-ce que l'Inde va aujourd'hui aller bras dessus, bras dessous dans des initiatives montées par les Chinois, sachant les tensions qu'il y a dans l'Himalaya, etc. Non, mais les Indiens sont des opportunistes. S'ils trouvent qu'à un moment, il y a une initiative à l'ONU ou ailleurs qui peuvent les servir, bien sûr qu'ils s'en serviront. Les Indiens sont parmi les premiers importateurs de pétrole russe aujourd'hui. Ça, on l'a bien compris. Donc, et qu'ils le raffinent et qu'ils nous renvoient l'essence. Voilà, Oui. avec une marge absolument démentielle. Absolument. Donc, non, mais c'est une question d'opportunisme. Lula au Brésil, qui est un autre pays des BRICS, Ouais. Lula au Brésil, il est pour un monde multipolaire. Et c'est l'arrière-cour des États-Unis. Donc, le discours prend parce que les États-Unis ont en face un narratif qui, aujourd'hui, est trop court et qui est juste « Regardez-moi, je suis superbe, je suis les États-Unis et mon système politique est meilleur. » Sauf qu'aujourd'hui, ça ne suffit plus. Pour ces pays-là, ça ne suffit plus. Ils ne sont pas dupes de ce qu'est la Chine. Mais aujourd'hui, c'est un peu la seule alternative qu'ils ont. Et là où ça m'intéresse énormément, ce que tu dis, Laurence, c'est que on sait, et on l'a vu au moment des midterms, qu'il y a des tensions aux États-Unis sur le financement de la guerre en Ukraine. De fortes tensions. Là, si effectivement les Américains, et notamment les républicains, se rendent compte que c'est en train de modifier en profondeur, parce que Arabie Saoudite, Iran, c'est quand même un sacré choc, je pense, pour eux. Cette obsession ukrainienne est en train de modifier en profondeur les autres équilibres géopolitiques. Là, on a un sujet quand même, c'est absolument passionnant, qui donne un peu le vertige d'ailleurs, mais on a un sujet. Ça veut dire qu'à un moment, peut-être aussi, les Américains vont commencer à lever le pied sur la défense de l'Ukraine. L'Ukraine est regardée par la Chine beaucoup par rapport à Taïwan, parce que les Chinois iront à Taïwan. Bon, ils iront à Taïwan, probablement en 2027, et que feront les Américains à ce moment-là? Ils feront comme ils le font avec Pourquoi tu dis 2027? Parce que 2027, c'est le 100e anniversaire de la création de l'armée populaire chinoise. Oui, mais Laurence, qui s'est jamais battue nulle part, qui a pris une déculottée au Vietnam. Elle a pris une déculottée au Vietnam, on est d'accord, mais... Tu vois, tu crois vraiment qu'ils se lanceraient dans une aventure militaire comme ça? Aujourd'hui, la marine chinoise fait des exercices avec la marine russe régulièrement. En ce moment, il y a des exercices entre la marine russe, la marine chinoise et la marine iranienne dans le golfe d'Oman. Et il y a quelques semaines, des exercices entre la marine russe, la marine chinoise et la marine sud-africaine. Donc, ils s'entraînent. Je ne dis pas qu'ils sont au top, mais parce ils se sont beaucoup armés. Les leçons de l'Ukraine, c'est quand même qu'à un moment, il faut débarquer. Oui. Voilà. Mais les Chinois... Et que c'est pas simple de débarquer. Non, mais les Chinois, comme les Russes, ont une capacité à envoyer des hommes au front que n'ont pas les Ukrainiens et qu'ont encore moins les Taïwanais. Ouais. Bon, mais je prends l'oracle, 2027. On sera encore là pour en parler, Laurence. J'espère pas. Oui, j'espère bien aussi. Ah si, bah si, dis donc, 2027. Ou alors que je me sois trompée. Oui, voilà, c'est ça. Bon, donc, mais ça veut dire que tout ça, et voilà, il nous reste 2 minutes, c'est parfait, parce que quand tu décris tout ça, tu peux justement décrire une solution sur le temps long, telle qu'on l'imagine quand, comme moi, on a des clichés plein la tête sur la Chine, sans aucun affrontement direct à un moment. Si tu penses qu'à la fin, une fois que tout ça sera consolidé, bim, il y aura l'affrontement direct pour aller reprendre Taïwan. Il n'y aura pas d'affrontement direct. Parce que les États-Unis feront comme ils le font pour l'Ukraine. Ils livreront des hommes, mais ils n'iront pas eux-mêmes. Non, mais je parle d'affrontement direct avec les Taïwanais. Ah oui. Oui, mais qui vont pas se laisser faire quand même. Comme les Ukrainiens. Mais ils sont beaucoup moins nombreux. Et ils le sont beaucoup plus en face. Bon, on a fait le tour Je pense qu'on a fait le tour. Ben voilà, quand même, conclusion. Ça veut dire que notre diplomatie, alors peut-être que évidemment qu'elle sait tout ça, mais en gros, ce que j'ai lu, elle balayait d'un revers de main ce concept de Sud global. Il ne faut surtout pas balayer d'un revers de main ce concept de Sud global. Oui, il faut s'y intéresser de très près. Il faut s'y intéresser de très près, tout en déniant à la Chine le fait qu'elle ait le monopole sur ce sujet. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, mais il est temps de s'en occuper justement, si on ne veut pas qu'elle ait le monopole. Laurence Daziano, donc, qui nous accompagnait.